fournissait le papier Jean Prouvost, l'Université. Et donc là-dessus, il dirigeait quand même la linéaire de Paris. Mais il y avait nommé Marc Midol en directeur administratif et Édouard Delattre en directeur de production. Oui, parce qu'entre-temps, dès 1924, Jean Prouvost a acheté une feuille de chou, Paris Midi, qu'il fait passer de 4 000 à 100 000 exemplaires. Atteint par le virus de la presse, il rachète Paris Soir, auquel il applique des méthodes américaines, des photos, des scoops, du style. Les journalistes ont pour nom Joseph Kessel, Colette, Georges Duhamel, Maurice Druon, Blaise Cendrars. Paris Soir passe de 70 000 exemplaires en 1930 à 1 700 000 en 1936. Puis, en 1937, il lance Marie-Claire, premier hebdomadaire féminin. En 1938, il rachète un hebdomadaire sportif, Match, dont il va faire en 1949 Paris Match, fleuron de son groupe de presse en France comme à l'étranger. Allié à 50-50 avec Ferdinand Béguin, le sucrier, qui est aussi son fournisseur de papier journal, il rachète après-guerre Le Figaro, puis 7 jours, dont il fera Télé 7 jours, et devient actionnaire principal de Radio-Télé Luxembourg, qu'il rebaptise RTL en 1966. De cet empire de presse perdu dans les années 70, ne subsiste dans la famille Prouvost que Marie-Claire, grâce à ses petites filles, dont Évelyne Prouvost-Berry, PDG du groupe Marie-Claire. Oui, alors voilà, j'ai la photo de mon grand-père ici, à une époque de sa vie où il était à la tête surtout de Paris Match, qui a été son grand magazine. Dans les années 75 ou 76, il a dû vendre son entreprise sous la pression des banques. Et il avait 2 acquéreurs qui étaient Michelin, et l'autre, c'était Hachette. Et un jour, je me souviens, on nous a réunis toute la famille, les petites filles comprises, on était 5, pour nous expliquer que donc il fallait vendre et on avait besoin de notre accord pour vendre l'ensemble du groupe. À l'époque, j'avais mes 2 sœurs, Marie-Laure et Donatienne, qui travaillaient dans le groupe, et moi-même, je venais de lancer Cosmopolitan en France, qui a été ma première grande expérience de presse. Et donc, on nous a dit, vous, celles qui travaillent dans l'entreprise, on vous fera un contrat de travail de 5 ans. Alors ça, j'ai trouvé que c'était tellement humiliant de dire, on vous fait un contrat de travail de 5 ans, du style, on vous fait la charité de vous garder 5 ans, vous êtes bonne à rien et au revoir, que je me suis levée, j'ai dit, je refuse de donner mon approbation à cette vente. Je suis partie sur les regards désolés des gens qui étaient là, qui se sont dit, qu'est-ce que c'est que cette femme qui vient nous mettre un grain de sable ou un gros caillou dans notre chaussure. Donc, je suis partie et avec mon beau-frère de l'époque, Jean de Montmort, nous avons été voir des avocats. On a pu donc vendre notre solution qui était que nous rachetions les petites filles, les magazines féminins, qui étaient à l'époque Marie-Claire, Maison de Marie-Claire, Santidée, Madame Fouineuse et Cosmopolitan. On a trouvé un associé qui a accepté de rentrer, c'était L'Oréal à travers François Dalle, qui était un ami de la famille qu'on connaissait et qui a donc fait le pari de rentrer à 49% dans Marie-Claire. Le caractère et la pugnacité d'Évelyne Prouvost déconcertent à une époque où l'on ne croyait pas aux femmes chefs d'entreprise. Et quand on voit l'état-major des journaux de Jean Prouvost, les femmes en sont complètement absentes. Un comble de la part du créateur du premier magazine féminin. Moi, je me souviens, quand j'étais plus jeune, il me disait toujours, les femmes, c'est très bien à la rigueur dans une rédaction, mais sinon, leur premier rôle, c'est d'être des femmes au foyer et d'élever leurs enfants. Et il faisait partie de ces gens du Nord qui avaient une éducation très classique et conservatrice. Et comme c'était un homme intelligent, il savait quand même reconnaître le talent des femmes. Alors, il l'a d'abord reconnu à travers ce qui est la création, c'est-à-dire la presse, les talents artistiques. Il reconnaissait très bien le talent des femmes. Mais dans la gestion, il n'y avait que des hommes à l'époque. Mais il a été heureux. Je rajoute quand même qu'il a été très heureux que les petites filles reprennent au moins une partie de ce qu'il avait créé, que ça reste dans la famille, parce que ça lui a déchiré le cœur. Pour lui, c'était horrible de se séparer de ce qu'il avait créé. Parce que toute sa vie, il nous avait dit ne vendez jamais. Et elles n'ont pas vendu. Elles ont même prospéré. Le groupe Marie-Claire est aujourd'hui présent dans 30 pays. Une fois son groupe de presse revendu,
Jean Prouvost se retire à Ivois-le-Marron, petite commune du Loir-et-Cher dont il fut le maire durant 26 ans. Il y laisse un château d'eau qui fit date dans les années 50 en amenant l'eau courante chez tous les Caprésiens et un parc magnifique. Carole, une autre de ses petites filles, ici avec Thierry Prouvost, toujours en quête de mémoire, conserve des archives plus privées. Ça, j'aime bien, j'adore cette photo de lui. J'aime parce que c'est le grand-père des vacances. C'est le grand-père, voilà, il n'y avait pas de célébrité, il n'y avait pas d'homme politique. Il y avait un grand-père à qui on racontait des blagues sur le bateau. C'est un grand-père à qui il ne fallait pas trop tenir tête. Bien que, il aimait bien avoir raison, mais il aimait bien aussi... il aimait bien qu'on le fasse rire. Et je crois que là-dedans, j'étais assez bien placée. Mais ce qu'il aimait par-dessus tout, ce sont les mariages. Alors, il a marié moi, il m'a mariée, voilà. Il a marié, beaucoup plus intéressant, où est-elle? Voilà, il a marié Olivia de Havilland. Parce qu'Olivia de Havilland a épousé Pierre Galland, qui était un directeur de Paris Match. Et ça a été une fête médiatique absolument extraordinaire. Tout le village était à la fête, puisque quand même Olivia de Havilland, c'est la Mélanie d'Autant on emporte le vent. Ivois-le-Marron, au cœur de la Sologne, fut comme un Paris Match vivant. Jean Prouvost y invita des hommes politiques, des vedettes de cinéma, la télévision avec Interville ou des stars de la chanson, comme ici Michel Sardou. Il y reçut aussi des hôtes de sang royal, comme le duc de Windsor, un mordu de la chasse dans tous les sens du terme. Récit de la soirée après la partie de chasse. Le duc de Windsor qui dînait en kilt le soir, tout le monde était en robe longue et smoking, il est arrivé en kilt. Et le chien de mon grand-père, qui s'appelait Jean, voilà, Jean, un teckel mordant, a mordu le duc de Windsor à la cuisse. Et le duc de Windsor a poussé des cris, Wallis s'est énervé, on lui a mis un petit leucoplasme et tout finalement est rentré dans l'ordre. Et le lendemain, au déjeuner, nous étions tous derrière nos chaises à attendre que le duc arrive pour le déjeuner. On était 24 personnes à table. Et mon grand-père s'assied, le duc de Windsor s'assied, mon grand-père s'assied. Et mon grand-père, dans un silence absolument religieux, personne n'osait bouger, se tourne vers le duc et lui dit « Monseigneur, mon chien est venu et m'a dit à l'oreille ce matin, je suis désolé, mais j'ai mangé un morceau de roi. » Ah, vous l'avez pris avec sa plume? Ah, vous n'avez pas pris avec sa plume une photo que j'aime tant de lui aussi? Regardez, en Sologne, s'il n'a pas l'air heureux, il parle avec les rabatteurs et c'est bien lui avec sa veste de tweed. Ça, c'est tous les week-ends, il était comme ça. Quand on lui disait bon papa et qu'on lui faisait un petit peu de charme, comme on était assez jolies filles à l'époque, ces petites filles, ils se laissaient quand même assez attendrir. Il disait d'ailleurs de moi, à tous ses amis, il y a dans la vie des gens qui ont le dernier mot. Les juges de paix, les bourreaux et ma petite fille Carole. L'homme qui reçut les rois, les stars, les puissants de ce monde, qui commanda un empire de presse et un grand empire lainier, repose désormais à Ivois-le-Marron dans une modeste sépulture. Une discrétion qui appartient aussi aux valeurs de ces familles du Nord. La lainière de Roubaix et ses marques phares survivront à Jean Prouvost, mais avec d'autres propriétaires, absorbés par le groupe Chargeur, en même temps que les peignages Amédée Prouvost en 1987. C'est en 2000 qu'elle fermera définitivement ses portes, une période que Georges Dubois n'aime pas trop évoquer. Le plus drôle que ça m'a fait, c'est quand vraiment tout le monde est parti, on avait vidé complètement la lainière et je suis rentré un samedi, un dimanche dans l'usine, silence. Le silence total. Et je crois que c'est ça qui m'a vraiment donné vraiment le bourdon, quoi, parce que vraiment là, j'ai compris que c'était fini. Fini aussi les peignages Amédée Prouvost, revendus, délocalisés, démantelés, déstructurés. Le passé s'est refermé sur la splendeur déchue de l'industrie textile roubaisienne. Pourquoi cet anéantissement? Nombre de raisons essaient encore de justifier une logique économique et industrielle. Mais la plus surprenante des explications est celle que nous avons recueillie de Guylain Prouvost au détour d'une conversation.
Je me souviens encore de Pierre Mauroy, qui était un homme que j'aimais beaucoup, qui était à la fois très humain, très intelligent, un peu un visionnaire. Et il m'a dit, oui, je sais, vous savez, c'est dramatique, mais les salaires sont beaucoup trop élevés en Europe pour l'industrie textile. Et je lui ai dit, ah non, bah alors là, je vous arrête tout de suite, monsieur le Premier ministre. Le problème dans le peignage Amédée n'était pas du tout une question de salaire, c'était le peignage le plus productif du monde. Alors pourquoi a-t-on dû fermer le peignage de Roubaix? Je vous le demande. Et alors il était assez étonné, et je lui ai dit, vous savez, c'était une question de pollution de la deule. C'est-à-dire qu'il faut faire le lavage et le cardage et le peignage dans la même usine, autrement on abîme un petit peu la laine. Donc, le lavage, il faut se débarrasser des matières végétales, ce sont des bouts de chardon qu'il y a dans la laine, et de la saleté qu'il y a dans cette laine, qui sont, entre autres, des crottes de mouton. Ah, de l'urine, de la crotte de mouton, etc. Donc, il avait fallu faire une usine supplémentaire, alimentée au gaz, pour faire évaporer ces eaux de lavage et avoir un résidu sec qu'il fallait ensuite envoyer par camion, Dieu sait où, pour refaire de la pollution ailleurs. Enfin, c'était soi-disant un bon engrais, je ne crois pas, parce que c'était quand même assez gras. Il restait un peu de graisse, malgré l'extraction de la graisse pour faire la lanoline, etc. Et donc, on a fermé le peignage de Roubaix à cause du coût invraisemblable de cette relative et non dangereuse pollution de la Deûle. Et M. Seydoux, donc ce n'est pas nous qui l'avons fait, puisqu'il avait racheté le groupe en 1987, après, il a envoyé toutes les machines en Chine, où il n'y avait pas ce problème. Donc, ce n'est pas une question... Donc, on a sacrifié, je crois qu'il y avait 1300 ou 1500 emplois au peignage Amédée à Roubaix, qui n'est qu'une ville de 100 000 habitants, donc c'était très important, pour une question, j'allais dire, de pêcheurs du dimanche de la Deûle. Mais je crois qu'il n'y a toujours pas plus de poissons aujourd'hui dans la Deûle qu'il y en avait du temps du peignage Amédée, parce que après, ce sont les villes qui polluent aussi. Donc il y a un petit peu plus, un petit peu moins. Et franchement, c'était pas radioactif, c'était pas chimique. C'était un petit peu de crotte de mouton. Et je dois dire que là, Pierre Mauroy était extrêmement surpris. Il m'a répondu, c'est invraisemblable. Avant de quitter la famille Prouveau, retour dans l'Yonne où se poursuivent les préparatifs de reconstitution. Tu es prêt, Gabriel? Prêt. Je m'arrache. Vers moi. Gabriel, mets-toi là. J'ai aucune marge de manœuvre, je peux rien faire. Il s'agit, rappelons-le, de recréer une scène montrant Amédée III Prouveau accompagnant sa mère au piano. Voilà. Un singulier personnage, cet Amédée Prouveau, dit le poète, lauréat de l'Académie française. L'homme qui devait succéder à son père, Amédée II, qu'il assure ici d'une main protectrice, ne semblait en rien prédisposé à devenir capitaine d'industrie. Hervé Tout-le-Monde, son arrière-petit-fils, le confirme. Quand on lit des ouvrages, et en particulier celui qui est très connu dans la famille, qui s'appelle Amédée Prouveau du chanoine Le Cygne, on lit à travers les lignes, entre les lignes, puisque ça a été écrit en 1911, donc 2 ans après son décès, on lit très, très clairement qu'il veut se consacrer à l'écriture, mais il est fauché à l'âge de 30 ans de façon dramatique, puisqu'il est malade. Et mon cœur fatigué des froids septentrions, ô beau soleil divin dont chaque hiver nous sèvre, aspire les parfums et boit tes chauds rayons comme un filtre d'amour où s'attarde la lèvre. Étainbourg a une trace tout à fait intéressante dans l'histoire de cette très belle famille du Nord. Ils allaient passer là une partie de leurs vacances, et en particulier le week-end souvent. Et ils s'y retrouvaient une nombreuse cousinade. Et c'est là particulièrement que Pierre Lestienne, Charles Droulers, qui était également le voisin du domaine de la Bourgogne, au château du Biais, et Amédée Prouveau, probablement refaisaient le monde ou s'amusaient de par leur amusement de déguisement et de choses comme ça, faire des pièces de théâtre et de choses comme ça. Jours heureux et paisibles à Étainbourg, où la grand-mère d'Amédée III, ici au centre de la photo, Joséphine Lyon, terminera sa vie après le décès d'Amédée Ier. La ville de Roubaix a rendu un hommage discret au poète, hommage qu'il aurait apprécié au cœur d'une nature qu'il a si bien mise en vers. Presque caché au regard dans le parc Barbieux, il faut un peu chercher pour découvrir le poète et sa muse pétrifiée. Consécration ultime, celle du musée de la piscine, où ses poèmes illustrent le passé industriel de la cité. Un monde violent,
dont on saisit pourquoi il ne la tirait guère.